Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, diffuser le plus largement possible la culture scientifique, sortir la science des labos, permettre aux jeunes et aux moins jeunes de procéder à des manipulations. L'idée remonte aux années 30. Elle a donné naissance au Palais de la Découverte à Paris, puis à la Cité des Sciences, qui sont aujourd'hui réunies sous l'égide d'Univers Science, invité de notre grand oral, Romain Pigenel, son directeur du développement des publics et de la communication. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Bon, on n'a pas été chercher bien loin. L'actualité, c'est cette expo fragile à la Cité des Sciences et les programmes, ceux de sciences, notamment quand ils invitent à faire des expériences. L'heure de la récré, on retrouvera Emma pour parler dinosaures et parfois la passion va très loin, vous allez le voir. Et puis on retrouvera en fin d'émission notre psy et chroniqueuse Sophie Marinopoulos. Les ados aiment jouer, ce n'est pas un hasard, elle vous dira tout. La quotidienne de School TV, c'est parti, grand oral. Des expos, des conférences, des espaces dédiés aux enfants, une cité de la santé, une bibliothèque, un Fab Lab, un planétarium, je m'arrête là, c'est Univers Science, mariage de deux institutions phares de la culture scientifique française, la Cité des Sciences et de l'Industrie et le Palais de la Découverte. Alors quels sont les enjeux de la culture scientifique? Comment amener un maximum d'enfants et d'adolescents à s'y intéresser? On en parle aujourd'hui avec Romain Pigenel. Romain, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Mais merci d'avoir accepté cette invitation. Univers Science, c'est quand même génial. Vous êtes directeur du développement des publics et de la communication. D'un mot, parce que je résumais quand même très vite. Donc c'est le mariage Univers Science du Palais de la Découverte, qui est actuellement, je crois, en travaux. Exactement. Paris 8e, avec son célèbre planétarium. Voilà, mais qui est remplacé, il faut le préciser, par les étincelles du Palais de la Découverte, qui est une petite structure dans le 15e, éco-responsable. Là aussi, on a un peu montré la voie du futur, puisque c'est un petit lieu culturel qui a été fait entièrement en matériaux de récupération et qui existera avec une offre qui est en réduit, celle du Palais de la Découverte, le temps des travaux du Grand Palais. Et la Cité des Sciences et de l'Industrie, là on n'est plus dans le 8e arrondissement, mais dans le 19e, au nord de Paris. Et même un lieu virtuel en plus, puisque nous avons le blob.fr, qu'on appelle nous communément notre troisième lieu, qui est en fait un média de culture scientifique qu'on a créé maintenant il y a 3 ans, et qui est une espèce de YouTube ou de Dailymotion scientifique, avec tous les jours, toutes les semaines, des nouvelles vidéos sur des sujets qui sont les nôtres, qui sont ajoutés et consultables gratuitement de partout. Je voulais en parler plus tard du blob, mais on peut en parler dès maintenant. Un blob, c'est une... Alors ça existe le blob. Voilà, ça existe. C'est terrifiant le blob. Alors le nôtre l'est moins, j'espère, mais il a cela en commun de se développer. C'est un organisme, c'est ça, unicellulaire. De proliférer. Oui, alors je ne vais pas trop m'avancer parce que je ne vais pas dire des bêtises, de me faire rattraper. C'est sur vous en fait. Voilà. Je parle sous contrôle de mes collègues. Mais en effet, notre site a de cela en commun de proposer une prolifération régulière de vidéos sur les sujets. Il y a des reportages longs, des sujets courts, du traitement d'actualité. Et ça brasse, je dirais, l'ensemble de tous les sujets qu'on peut traiter depuis les sciences fondamentales jusqu'à des sujets très actuels. Vous avez par exemple toute une série de papiers papiers audiovisuels sur l'Ukraine, sur l'impact par exemple de la guerre en Ukraine sur les scientifiques ukrainiens, russes, etc. Donc c'est vraiment un média 360 sur les sciences, les technologies et l'industrie sous tous les angles possibles. Aller vers les publics, je citais le Palais de la Découverte des années 30, puisque l'idée émerge un petit peu à ce moment-là, avec dès le début cette idée qu'il va falloir permettre au public de faire des expériences. Alors d'ailleurs, que ce soit au Palais de la Découverte ou de la Cité des Sciences, c'est marrant de plonger dans les archives parce qu'on se rend compte qu'au début, les concepteurs sont super ambitieux sur les capacités du public à manipuler et qu'après on revisite un peu la chose parce que sinon ça se casse. Mais ça, c'est fondamental, montrer la science en train de se faire. Oui, et c'est une intuition en fait qui a été créée et renouvelée 2 fois par nos 2 institutions. Et la première fois avec le Palais de la Découverte, qui avait Jean Perrin pour fondateur, qui est aussi quelqu'un qui est à l'origine du CNRS, et qui avait eu cette formidable idée de dire on va faire un musée sans collection de la science en train de se faire. Et il faut savoir que jusqu'à cette époque-là, les musées de sciences étaient plutôt on allait montrer du matériel scientifique. Et là, il y a cette idée formidable de dire on va envoyer des scientifiques, des médiateurs, qui sont notre trésor à nous, c'est-à-dire des personnes qui sont des communicateurs, comme on dit, scientifiques, qui sont formés, qui maîtrisent des sciences fondamentales ou des technologies et qui ont ce savoir-faire de les transmettre en direct à la paillasse aux plus jeunes, mais aussi aux plus vieux, puisqu'on accueille tous les publics, même si on est évidemment avec un fort prisme pour les publics jeunes, familiaux et scolaires. Avec le I d'industrie, toujours très important. Qui est toujours très important. Et d'ailleurs, je crois que la Villette, je dis la Villette maintenant, mais Univers Science, un CCST, un centre culturel, scientifique, technique et industriel. Il y en a un certain nombre en France. Il y en a à Poitiers, il y en a à Bordeaux, à Saint-Étienne. Exactement, et on travaille main dans la main les uns avec les autres. Qu'est-ce qui est important dans ce lien avec l'industrie ? Le lien, c'est d'être en capacité, et c'est ce que fait finalement bien Univers Science avec tous ces sites, d'avoir tous les maillons de la chaîne, c'est-à-dire depuis les sciences fondamentales, sur lesquelles, par exemple, on est très fort au Palais de la Découverte, jusqu'aux applications.
Alors, il y a plein de raisons. C'est d'abord pour permettre aux citoyens, aux gens qui viennent chez nous, d'être en capacité de faire des choix raisonnés sur les grands enjeux. Cette année, on avait une carte de vœux qui disait qu'est-ce qu'on va choisir, éolien ou nucléaire, par exemple. Mais pour être en capacité d'avoir un avis éclairé en tant que citoyen sur ces sujets, il faut avoir une maîtrise. Et la science, la connaissance de l'industrie, ses applications, et aussi quelque chose qui est très important pour nous, qui est le lien entre la science et la société, sur lequel on revient de plus en plus souvent. C'est dans ce cadre-là, par exemple, qu'on a développé toute une offre autour de l'esprit critique. Que vous adressez aussi aux jeunes ? Alors, j'allais dire presque d'abord aux jeunes, pas parce qu'on ne parle qu'aux jeunes, et on essaie justement de parler à tout le monde. Très large, oui. Mais c'est vrai qu'on est, je dirais, très spécialiste sur ces sujets-là. À plusieurs reprises, et notamment à la Cité des sciences et de l'industrie, on a inventé des formes de muséographie pour les jeunes, avec notre Cité des enfants, qui est même aujourd'hui complétée d'une Cité des bébés, c'est-à-dire qu'on accueille vraiment tout le monde de, je dirais, 2 mois jusqu'au cercueil, s'il ne faut pas être très positif. Mais, et c'est vrai qu'on est les experts de cela. La Cité des enfants, elle a ouvert il y a maintenant 30 ans, on fête son anniversaire. Elle a accueilli, je crois, plus de 15 millions de personnes. Et elle est, on peut le dire sans se vanter, un peu copiée partout dans le monde. Et on vient nous chercher, avec ce savoir-faire très particulier de créer des contenus pour les enfants. Sur des problématiques extrêmement complexes, et y compris avec des dimensions éthiques et philosophiques. Exactement. On va se retrouver dans quelques secondes. Romain, si vous voulez bien, premier rendez-vous avec Emma Guessel aujourd'hui. L'anti-sèche. Emma, bonjour. Bonjour. Anti-sèche que vous consacrez à ces expériences que l'on réalise à l'école et ça commence très très tôt. Mais oui, et rien de mieux qu'un exemple concret pour faire comprendre et intégrer des notions aux élèves. Par exemple, dès la 5e, les nouveaux manuels scolaires proposent d'emblée une expérience pour commencer chaque nouveau chapitre. Alors c'est toujours vraiment très simple, mais ça permet de poser les bases et de faire rapidement comprendre les choses aux élèves. Par exemple, dès le premier chapitre de physique-chimie, on parle de l'eau. Est-ce que l'eau qu'on boit est pure? Qu'est-ce qu'un mélange homogène, hétérogène? En quoi l'eau est-elle indispensable à la vie? Les différents états de l'eau, etc. Etc. Et c'est quoi l'expérience concrètement qu'on fait? Alors c'est vraiment tout simple. En fait, on propose aux élèves de se mettre en binôme, de prendre 5 verres d'eau et on remplit chaque verre avec une eau différente. Donc eau plate, eau gazeuse, différentes eaux minérales. Et en fait, on bande les yeux de son acolyte et on lui fait goûter l'eau et expérimenter les différents goûts de l'eau, justement. Et c'est ça. Et l'objectif, c'est qu'ils comprennent qu'on ne boit pas qu'une seule et même eau. Enfin, que eau, ça veut dire plein de choses. Bah oui, donc expérience, vraiment, c'est très très simple, mais à partir de laquelle on va pouvoir faire comprendre aux élèves comment rendre l'eau pétillante, par exemple. Alors j'ai révisé, c'est en ajoutant du dioxyde de carbone, bon, pas très dur, mais voilà. On verra aussi qu'il existe des milliers de sources d'eau différentes. Est-ce que vous savez combien il y a d'eau minérale qui sont commercialisées en France? Aucune idée. Que le chiffre m'a étonné. Moi, 80... plusieurs centaines, j'allais dire. Mais... 82. Ah, j'étais un peu ambitieux. Moi, je trouvais ça beaucoup déjà. déjà. Pas mal, 82. Et oui. Et donc voilà, c'est une expérience qui permet d'aborder la question aussi des déchets plastiques. Et donc j'imagine que des expériences simples et signifiantes comme celle-ci, il y en a plein d'autres. Mais oui, transformer de l'eau en glace dans le cours sur les changements de matière, fabriquer son anémomètre pour calculer la vitesse du vent dans le cours sur l'introduction à la vitesse et au mouvement, mesurer l'énergie qu'on dépense en marchant, fabriquer une pile avec un citron, etc. Non, parce que là, vous enfilez des expériences. Par exemple, une pile avec un citron, vous savez comment on fait? Alors, faut prendre 2 citrons. Elle le sait en plus. Là, dans lequel... Et oui, j'ai révisé. Donc, dans lequel dans un citron, on plante un objet en zinc, dans un autre en cuivre, et à l'aide d'un fil et d'une pince, on relie tout ça à une petite lampe, et hop, magie, ça s'allume. Wow, c'est grâce à l'acidité du citron. On va vous embaucher à Universcience. Hein. Oui. Alors, non, vous l'embauchez pas du tout, elle est trop formidable, on la garde. Je connais que cette expérience-là. Donc c'est l'acidité du citron donc, qui fait qu'il y a de l'électricité. Ce genre d'expérience, évidemment libre aux enseignants de les faire faire à leurs élèves pendant un cours. On va peut-être parler de la plus célèbre qu'on a normalement tous fait au collège ou au lycée, la dissection. Vous avez fait de la dissection? Je me suis fait... Oui, je me suis fait virer. Non. Il y avait la souris, il y avait la sonde et je suis arrivé et j'ai dit c'est pour un sondage et on m'a dit dehors. Ah ouais, voilà. Dehors. Ouais, parce que j'ai essayé de faire rire tout le monde alors qu'il bon, ouais. Oui, la souris c'est un grand classique. Il y a le cœur de bœuf. Moi j'ai fait le cœur de bœuf. Alors en général c'est un moment qu'on n'oublie pas quand même dans sa scolarité. Il y a des élèves qui peuvent même pas supporter ça, le sang, toucher un organe, etc. Mais bon, force est de constater quand même que disséquer un cœur de bœuf, ça permet d'en savoir plus sur notre propre corps humain. Donc c'est quand même génial la dissection. Ça permet d'apprendre plein de choses. C'est intéressant parce qu'on vient de publier, nous, un baromètre de l'esprit critique dans lequel on interroge le rapport des Français à la science. Et la matière dont les Français gardent le meilleur souvenir, c'est et de loin les sciences de la vie et la biologie. Il faut croire que la dissection... on va essayer de comprendre pourquoi. Merci Emma, on se retrouve pour la récré. Oui. Romain, on parle de ça dans quelques secondes. Suite du grand oral.
L'esprit critique, justement, mais aussi les djinns, les contraires, les espions, corps et sport, quoi de neuf au Moyen-Âge. Voici les titres de quelques-unes des expos itinérantes que propose Univers Science pour amener la science à celles et ceux qui ne peuvent pas venir jusqu'à la porte de la Villette à Paris ou au Palais de la Découverte quand il aura rouvert sur les bords de Seine. Romain Pigenel, directeur du développement des publics et de la communication d'Univers Science, est notre invité. Vous parliez de cela, je notais en préparant l'émission ce chiffre depuis la fin des années 80, une majorité d'enquêtés dans le cadre de l'enquête nationale Les Français et la science, une majorité déclare estimer que la recherche apporte autant de mal que de bien. C'est-à-dire que c'est hyper ambivalent notre rapport à la science. Oui, c'est plutôt sain comme réponse finalement. Ouais. C'est intéressant. Dans les autres pays, c'est spécifique quand même. Ils ont plus confiance que nous. Peut-être parce qu'on est aussi le pays de l'esprit critique. Et c'est vrai que moi, c'est un échange qu'on a souvent entre nous. Alors, comme vous le rappeliez tout à l'heure, on s'est donné pour mission dans notre projet établissement pour les 5 ans qui viennent de travailler au développement de l'esprit critique. Alors partout avec tous les outils qu'on a, par le développement de médiation spécialisée, d'exposition. On a une exposition itinérante qui a été créée avec nos collègues de Bordeaux et de Toulouse, qui s'appelle Esprit critique, détrompez-vous, et qui va circuler en France avant de revenir au Palais de la Découverte, et qui en fait explique les biais cognitifs qui sont à l'œuvre, qui sont aussi parfois utilisés par le marketing, par la pub, pour justement nous influencer dans nos choix. Et c'est vrai que nous, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est la capacité dialectique, de raisonnement critique, mais aussi de rappeler qu'il ne faut pas évidemment douter de tout systématiquement, qui fait basculer du côté d'autres vices. Et voilà, parce qu'on ne peut plus discuter. Etc. Exactement. Est-ce que le doute dans la science, les fake news, etc., c'est un enjeu fondamental pour Univers Science en ce moment ? Bien sûr, c'est un enjeu fondamental parce que, d'abord, toute une partie des fake news ont trait justement à la science, aux sujets médicaux, et nous, on l'a vu avec le Covid, pendant le Covid, par exemple, mais on pourrait aussi parler de choses qui, à la fois, peuvent sembler absurdes, mais qui sont crues sur la Terre plate. Des choses plus sinistres sur le réchauffement climatique qui est toujours nié par certaines personnes. Donc c'est au cœur de notre mission et aussi au cœur de notre idée que le développement du raisonnement scientifique est important justement pour l'esprit critique. Et nous, notre conviction, c'est que par l'apprentissage de la science, par la pratique du raisonnement scientifique, de l'expérimentation scientifique, on luttera contre les fake news. Voilà, parce qu'on va pas simplement dire aux gens croyez ce que vous disent les autorités, l'État, etc., ce qui n'est pas le but, je dirais par principe, ni de ne pas y croire, mais on va dire entraînez-vous, sachez construire un raisonnement, sachez bâtir une dialectique, interroger des prémices, des hypothèses et construisez-vous un avis raisonné. Et on se pense que pour cela, l'enseignement justement de la méthode scientifique, il est fondamental et c'est pour ça qu'on a un rôle à y jouer. Comparaison n'est pas raison, mais quand même, le Palais de la Découverte, inauguré dans les années 30, qui est à la fois un moment de progrès scientifique et industriel absolument extraordinaire, mais aussi un temps de repli identitaire, de tension, de propagande. À l'époque, on ne parle pas de fake news, mais ça revient absolument même. Vous avez l'impression qu'on vit une époque particulière ? Je me méfie toujours avec les comparatifs, mais c'est vrai qu'il y a des éléments particuliers à cette époque, il y a des choses qui reviennent, et puis il y a aussi l'explosion de la révolution numérique. Moi, je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent que Internet, réseaux sociaux égale mal, égale prolifération de mauvaises idées. Vous êtes même fait beaucoup connaître à un moment donné, vous, dans votre parcours, grâce à votre maîtrise de ces réseaux sociaux. Je fais partie plutôt, on va dire, des utopistes d'Internet, et je pense que ça reste malgré tout quelque chose de formidable. Et nous, on utilise, et on arrive, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce au blog, à toucher des publics distants, notamment depuis le Covid, qui sinon ne viendraient pas chez nous. En revanche, ce qui est vrai, c'est que en peut-être 20 ans de révolution, on a permis à chacun d'avoir, je dirais, un écran de télévision, de parler, je dirais, à une télévision, d'avoir un micro et d'avoir l'audience qui était auparavant réservée aux grands médias, aux institutions, etc. Et je crois que la société n'a pas encore fait justement les ajustements en termes de régulation parfois juridique, mais aussi en termes d'éducation. Et c'est pour ça que l'éducation aux médias, à la prise de parole sur les médias, elle est fondamentale pour les jeunes. En parlant d'éducation, vous travaillez, j'imagine, beaucoup avec l'éducation nationale. On va assez loin. Les programmes tiennent assez compte de tout cela, où il y a quand même... Alors, moi, mon avis, pour le moins de la marge, je dirais personnel, pour avoir été avant un peu acteur de ces questions au niveau gouvernemental, c'est qu'il y a quand même des grands progrès qui ont été faits depuis quelques années. Vous savez, je me souviens en 2016, j'étais intervenu, je crois que c'était au colloque d'ouverture de Santé publique France, qui avait été créé à ce moment-là, et je me souviens, j'avais fait le test en direct, j'avais tapé vaccin sur YouTube, et les 10 premiers résultats de vidéos de vaccins étaient toutes des vidéos complotistes qui expliquaient que les vaccins étaient dangereux pour la santé, etc. Aujourd'hui, vous faites le test, je pense que c'est un peu différent, parce que les institutions de recherche scientifique, elles ont nourri la bête, j'allais dire. Et on sait bien qu'en termes de référencement de contenu, il faut nourrir la bête. Donc, on n'est pas encore au bout du sujet. Il y a un immense travail d'éducation des enfants, justement, de développer leur esprit critique. Mais la situation est quand même, je trouve, plus positive qu'il y a 5 ou 10 ans en arrière.
À la fin du 19e siècle, les savants pensaient un peu naïvement que l'avancée des sciences se solderait par un recul des croyances irrationnelles. On sait aujourd'hui que science et croyances sont capables de coexister, voire parfois de s'entremêler. Fin de citation, citation de Michel Dubois, que j'emprunte à un article du journal Le Monde. Michel Dubois qui coordonne l'enquête nationale Les Français et la science que je citais tout à l'heure. On va continuer à parler de ces sujets. Suite du grand oral dans 3 minutes. Mais là, pour l'instant, c'est la récré. Et on retrouve Emma. On retrouve Emma, mais on n'abandonne pas tout à fait l'univers des sciences en général, peut-être les SVT, discipline préférée, d'après ce que nous disait Romain, puisque vous allez nous faire passer un peu de temps avec les dinosaures. Bah oui, il y en a un que ça rend heureux visiblement, regardez. We got a dinosaur visit for my son's birthday party. So fun! Voyons, mais ils adorent les enfants. Oui, ils adorent. Et c'est vrai qu'il y a un côté fascinant déjà de se dire que c'est un animal qui a vraiment existé il y a 240 millions d'années. Et puis c'est un animal imposant. Hein. Le plus long dinosaure mesurait 30 mètres de long. C'était l'Australopithecus cooperantis. Waouh, je l'ai Ouais, voilà. Oui, parce qu'il y a aussi des noms tous plus farfelus les uns que les autres. Hein. Sinon, c'est pas drôle. L'apatosaure, le dilophosaure, l'archéoptérix, le tyrannosaure, évidemment, etc., etc. Succès qui a été adapté à l'écran, qui est revenu sur les écrans Jurassic Park. Absolument, voilà, on connaît tous Jurassic Park. Donc, le premier film sorti en 93. D'ailleurs, il y en a un qui, vous l'avez dit, vient de sortir la semaine dernière au cinéma. Jurassic World, le monde d'après. Puis, il y a eu L'Âge de glace 3 aussi, qui était consacré au temps des dinosaures. Bref, c'est un vrai succès et ça suscite vraiment une fascination chez les petits et même chez les grands. Alors vous allez à la Cité des Sciences et de l'Industrie voir Fragile et puis après, comme vous aimez les expos, vous avez le droit d'aller voir une autre expo à Paris et c'est une expo sur les dinosaures en ce moment. Exactement, voilà, c'est à la porte de Versailles à Paris, c'est jusqu'au 28 août. Vous pourrez y voir une 50aine de dinosaures animés reproduits en taille réelle. Vous pourrez aussi en apprendre plus sur la manière dont ils vivaient et sur les recherches archéologiques pour préserver leurs traces. Voilà, c'est ludique, pédagogique. Alors attention en revanche à ne pas trop abuser des dinosaures, on risque de devenir comme cette petite fille. Regardez. Elle le fait vachement bien. Hein. Ah ouais. Voilà. Donc on aime les dinosaures. Vous savez le faire? Non, pas du tout. Alors là, non. J'aime les dinosaures. Non, elle me regarde. Mais restons. Je vous décolle le truc comme ça, avec un regard qui tue. Genre, non, cette fois, n'y allez pas. Vous allez me demander de faire les dinosaures, oui. c'est hors de question. Ok, super. C'est la fin de la récré. Qu'aux Étincelles du Palais de la Découverte, on a une très très belle médiation sur les fossiles et qui vous apprendra pourquoi le tyrannosaure est appelé super prédateur. Pourquoi? Ah bah, il faut aller aux Étincelles. Ils sont insupportables. Allez, c'est la fin de la récré, on va devenir sérieux. Je refais le prof. Grand oral, la suite. C'est sa mâchoire. C'est la mâchoire. Et il a une mâchoire extrêmement impressionnante. Dont vous pouvez voir un fossile, justement. En allant voir aux Étincelles Palais de la Découverte, Paris 15e, en attendant que le Palais de la Découverte, l'originel, rouvre ses portes. Découvrez le petit monde de Windy le ballon, Iggy l'œuf, Folia la feuille de papier, Glitch le savon. Vous avez aussi Plot la pelote de laine. Ce sont des petits personnages, à la fois coquins et naïfs, qui sont ramenés à la réalité par l'arrivée de Rocky le caillou qui les met en garde. Attention, vous êtes fragile, vous risquez de vous faire mal. Voilà, c'est le pitch de l'exposition Fragile qui est actuellement à la Cité des Sciences et ce jusqu'au 8 janvier 2023. Vous aviez deux passions, vous avez fait l'école normale supérieure et vous aviez deux passions à l'époque qui peuvent sembler antagonistes. Il se marre déjà, mais c'est ce que je veux dire. La philosophie des sciences et le jeu vidéo. Vous avez gardé les deux? Ah oui, quand j'ai le temps. Oui, c'est ça. J'ai plus le temps pour la philosophie des sciences que pour le jeu vidéo, mais oui, et écoutez, c'est des choses qui se marient bien. Vous avez attiré quand vous aviez, je ne sais pas, 18-20 ans en philosophie des sciences? Écoutez, parce que moi je pense que j'étais plutôt un scientifique, ouais. Mais en même temps, j'ai toujours été passionné par la philosophie quand j'ai découvert la matière, et ça a été la manière de marier un peu les deux passions, et c'est vrai que finalement la pomme n'est pas tombée très loin du pommier vu où je travaille aujourd'hui. Absolument. Grande expo du moment, je le disais, Fragile, ça raconte aussi notre monde finalement. Oui, alors c'est l'expo pour les tout petits, puisqu'on peut y accéder à partir de, je crois, 2 ans, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et elle est très exemplaire de ce qu'on propose pour les publics enfants, puisque, comme vous l'avez dit, il y a une histoire, il y a une narration, on suit l'aventure de petits personnages,
et qui vont faire changer justement le regard des enfants sur ce qu'est la fragilité. On le sait, c'est un concept multiple qui aujourd'hui est peut-être parfois même utilisé comme une insulte. Et toute l'histoire de cette exposition, en mélangeant à la fois la réflexion sur les aspects psychologiques, la réflexion sur les caractéristiques physiques, vous l'avez dit, une plume, qu'est-ce que c'est qu'une plume ? Est-ce que être mou, c'est être fragile ? Est-ce qu'être léger comme une feuille de papier, c'est être fragile ? Donc les enfants manipulent ces concepts pour revoir leur vision et se rendre compte que finalement un caillou n'est peut-être pas plus solide qu'une bulle de savon, et puis ils manipulent tout court, puisque dans tout le parcours, ils mettent toujours la main à la pâte, ils vont actionner des leviers, des petites machineries pour voir ce qui monte, ce qui descend. Et ça, c'est vraiment la signature de... C'est notre signature, et voilà, nous, on pense, alors on n'est pas les seuls à le penser, mais on était peut-être parmi les premiers à le faire, qu'on n'est pas là pour remplir un cerveau d'enfant avec des connaissances. Il y a des connaissances solides, évidemment, pour le coup, mais on pense vraiment que c'est quand la personne... où l'enfant, en l'occurrence, s'active, quand il produit des choses lui-même, qu'il va apprendre le plus possible. Et cette exposition, elle se finit par un petit atelier de réparation, quelque chose qu'on aime aussi beaucoup, le travail manuel. Et vous parliez tout à l'heure de notre travail à la rencontre des publics. On a créé une super initiative. Les expos itinérantes, notamment. Ouais. Et alors, quelque chose qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est formidable, s'appelle le Fab Lab à l'école. Ouais. Alors, vous savez, je sais pas alors, un Fab Lab, c'est un endroit où on trouve plein de matériaux pour fabriquer des choses. Je le dis avec des mots simples, c'est un petit peu ça. C'est ce qu'on appelle de la découpe laser. La culture maker, qui est un anglicisme pour parler un peu du bricolage 2.0, en utilisant à mi-chemin entre le numérique et la fabrication. Et on a créé une mallette avec Canopée Éducation nationale qui nous aide à le diffuser. On va dans les écoles et on permet aux écoles qui la reçoivent de devenir un véritable petit atelier où les enfants vont pouvoir usiner, fabriquer des objets et repartir chez eux avec quelque chose. Et nous, c'est vraiment là, vous disiez, notre marque de fabrique, c'est faire, s'investir et surtout lier le concept toujours et la pratique. Et on pense que c'est comme ça qu'on devient bon et sur le concept et sur la pratique. Dans les sciences et dans les sujets qui marient science et philosophie sans doute, il y a la question du climat et une prise de parole de plus en plus importante de la jeunesse depuis quelques années maintenant, à la fois sur les réseaux sociaux et dans les rues. Finalement, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre en matière de culture scientifique si, de manière informée, la jeunesse ose prendre la parole et porter la voix. Oui, après, là, effectivement, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer ça en un changement de modèle économique, social. Et c'est vrai qu'on n'est pas les seuls, mais Universcience, avec d'autres grandes institutions européennes et mondiales, a décidé de prendre le taureau par les cornes et de vraiment s'engager dans cette bataille. Donc, nous, l'an prochain, on ouvrira une exposition qui s'appelle Transition écologique, sous le patronage de Jean Jouzel. Et Jean dans Jouzel, laquelle grand scientifique, fait partie du GIEC. Voilà. Et c'est vrai que la vision qu'on a pour cette exposition, mais comme beaucoup d'autres activités qu'on est en train de développer, c'est de se dire qu'on est à la fois, nous, un peu un lanceur d'alerte et un incubateur. On voudrait que les gens qui viennent nous voir, les vieux, les jeunes, mais évidemment les jeunes aussi d'abord, comme ils sont l'avenir, ils soient transformés, je dirais, en militants du climat quand ils sortent de chez nous. Et c'est, je dirais, un de nos deux grands piliers d'action pour les années qui viennent, avec l'esprit critique. Mais comme on le disait tout à l'heure, les deux ne sont pas sans lien, puisque agir pour le climat, c'est aussi parfois se départir d'un certain nombre d'idées fausses qui peuvent circuler dans la sphère informationnelle. L'esprit critique et le climat. Merci beaucoup, Romain Pigenel. On se retrouve dans quelques secondes. On va vous proposer un petit jeu concours. On va vous faire gagner des choses, School TV et Universcience. Ce sera juste après la chronique de Sophie Marinopoulos, notre psy et chroniqueuse. Elle vous parle aujourd'hui du jeu. Vous voyez, on n'est pas très loin des sujets qu'on a abordés, du jeu et des ados. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un sujet que j'avais très envie d'aborder depuis longtemps d'ailleurs. Et puis bon, j'ai hésité, j'ai pris mon temps, on va dire, parce qu'il s'agit du jeu. Le jeu et les adolescents. Et ça me semblait intéressant parce que finalement, en consultation, très souvent, une des plaintes parentales est de dire il ne pense qu'à jouer, il est toujours dans des enfantillages, et quelque chose qui venait dire que finalement le jeu, c'est pas sérieux. Et le jeu, ça n'a rien à voir avec les apprentissages. Donc une espèce d'opposition qui se crée entre les expériences ludiques, les activités ludiques de nos enfants et de nos adolescents, et des acquisitions, des apprentissages, alors que nous savons très bien, nous les spécialistes de l'enfance, qu'un bébé va grandir, comprendre le monde, lui donner du sens en jouant, en faisant des expériences ludiques. Donc c'est une activité essentielle pour la construction de l'enfant et de l'adolescent. Pas simplement pour le tout petit, pas simplement pour le jeune enfant, mais aussi pour l'adolescent. Alors, juste deux mots, qu'est-ce qui se passe quand un enfant joue ? L'enfant y joue pour essayer de comprendre le monde qui l'entoure, pour comprendre l'environnement. Donc, toute son énergie va être de transformer ce qu'il ne connaît pas
en quelque chose qu'il va pouvoir maîtriser, connaître et comprendre. Donc c'est la transformation de ce qui est étrange, de ce qui est étranger en familier. Et c'est à travers ce mouvement de compréhension, de transformation, que finalement il fait passer ce qui est de l'ordre d'une inquiétude et même de l'angoisse de ce que je ne connais pas, en justement plaisir d'être face à cette nouvelle matière. Ça peut être une matière sensorielle, l'enfant peut jouer sensoriellement, mais il peut jouer avec un objet et il peut jouer avec la connaissance. Et c'est l'occasion de dire que nos enfants qui travaillent bien à l'école, qui réussissent bien, pour prendre le terme consacré, et nos adolescents, ce sont des enfants et des adolescents qui ont gardé une âme joueuse. C'est-à-dire que avoir une âme joueuse, c'est pas passer d'une activité à une autre et ne pas se concentrer. Pas du tout. C'est justement prendre le savoir comme un jeu. Je ne le comprends pas, je ne le connais pas. Mais je vais, comme une pâte à modeler finalement, je vais le transformer pour en faire quelque chose que je vais garder en moi et qui va me servir pour continuer à grandir et à apprendre. Donc ces adolescents, alors on parle souvent d'adolescents surdoués, oui, sans doute, mais surtout, me semble-t-il, c'est le fait qu'ils ne soient pas inhibés dans ce comportement face à l'inconnu. Très souvent, on dit aux enfants, tu sais, tu vas rentrer en CP, ça va devenir sérieux, ou tu vas aller au collège, ou tu vas aller au lycée. Et donc, comme s'il y avait comme ça déjà une tension et un stress qui étaient transmis à l'enfant, alors que justement, il faut encourager et valoriser la dimension ludique. Vous me voyez venir. Mon sujet, c'est un plaidoyer pour le jeu, un plaidoyer pour laisser nos enfants et nos adolescents dans cette âme joueuse, l'encourager et arriver à bien prendre conscience du cheminement que cela représente pour les acquisitions scolaires. Et nous, qui sommes, on va dire, des soignants psychiques, on utilise beaucoup le jeu avec les enfants et les adolescents quand ils viennent en consultation pour justement les soutenir et les accompagner dans leur construction. Donc, le jeu, c'est de l'apprentissage. Le jeu est à valoriser sans aucune limite d'âge. Et merci à Sophie Marinopoulos. Romain Pigenel, merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur le plateau de la quotidienne de School TV. On va jouer cet été sur le parvis de la Cité des Sciences, non ? Mais oui, on organise puisqu'on parlait de jeu, là. Deuxième année consécutive, le grand jeu, qui est en fait la transformation du parvis de la Cité des Sciences et de l'Industrie. On a un grand parc, comme on sait faire, d'attractions ludiques, expérimentales, où les enfants et les familles peuvent venir jouer et puis apprendre plein de choses en même temps. Ce qui est notre principe, identité. au fond, depuis les années 30. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, on va vous proposer de jouer aussi, parce qu'on aime bien jouer à School TV. School TV et Univers Science qui vous offrent 3 lots de 2 places à gagner. Vous aurez ainsi accès à toutes les expositions de la Cité des Sciences avec la personne de votre choix. Comment faire ? Vous allez sur Instagram, sur les comptes qui s'affichent en ce moment à l'écran. Vous faites ce qu'on vous dit de faire. Et puis jusqu'à samedi, les gagnants, vous avez jusqu'à 18h samedi et les gagnants seront tirés au sort à ce moment-là. Tic-tac, tic-tac. Allez, jouez. Instagram, School TV et Cité des Sciences. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci également, bien sûr, en plateau à Emma et puis en régie à Laure Audemont pour le maquillage, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée par Charles Fontaine pour le son, à Amanda Montero pour la réalisation, à Théo Boscar. Pour regarder School TV, vous restez sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.